Mesdames, Messieurs, bonjour et bienvenue à cette émission. Aujourd'hui, nous vous proposons le thème « Le rôle de la femme dans la société ». Nous avons avec nous quelques invités. Nous allons tout de suite leur souhaiter la bienvenue et nous allons leur donner la parole en leur demandant de nous dire quel est selon eux le rôle de la femme dans la société. Traditionnellement, la femme elle a des rôles pour lesquels elle est unique. Personne ne peut la remplacer. Personne ne peut même l'aider. C'est par exemple son rôle biologique parce qu'elle accouche, elle allait. On n'a pas encore trouvé de substitut à cela. Elle a un rôle économique dans la mesure où que ce soit en ville ou en campagne, la femme produit, elle gère, elle distribue. Et elle a un rôle social non négligeable. C'est l'agent primaire de santé, la femme. Et la femme soigne, la femme éduque, la femme instruit. Et la femme apparaît à tous les niveaux, que ce soit au niveau de la petite cellule familiale ou au niveau social ou même au niveau national. Elle apparaît comme un élément incontournable. La femme a un rôle très important à jouer dans la société. Elle peut influencer dans plusieurs domaines dans la société, comme dans l'éducation, dans les médias, dans la politique, dans l'économie, même dans sa vie, dans son foyer, dans son quartier. La femme a un rôle très important à jouer dans la société. Elle peut vraiment influencer la société positivement. Tout à fait, parce que Dieu, en créant l'humanité, a créé la femme pour pouvoir être une aide pour l'homme. Donc elle a un rôle très important à jouer dans la société. Être une aide, ce n'est pas croiser les bras, c'est faire quelque chose. Donc je pense que la femme a un rôle à jouer dans son foyer, comme Fatih a dit, dans le quartier, dans sa famille. Elle a un rôle très important à jouer dans la société. C'est vrai qu'on dit d'ailleurs que la femme a un rôle important dans la société, mais souvent on a l'impression que la société elle-même ne facilite pas les choses à la femme. Alors que cette même société a besoin de la femme. Et d'après vous, il y a quand même un contraste. Qu'est-ce que vous pouvez dire dessus? Oui, disons que le rôle de la femme, le statut de la femme, tel que nous sommes en train de le discuter aujourd'hui, c'est un statut séculaire que nous cherchons à modifier. Parce que les considérations qui sont faites à la femme, dans le sens du mépris ou dans le sens de la valorisation, partent d'abord des idées reçues par la petite fille que nous toutes nous avons été. Parce que lorsque vous avez une fille et vous faites croire à votre petit garçon que la fille est bonne à tout faire et que le petit garçon peut se créer des récréations, des balades, vous avez inculqué à votre fille dès son jeune âge, un esprit d'infériorité. Le rôle même de la femme commence dans le foyer, quoi, en éduquant ses enfants, en les transmettant une bonne éducation et donner une valeur à la petite fille qui va devenir une femme plus tard. La femme, quel rôle elle doit jouer dans le développement? Il faut que dès l'enfance, la femme, en ce moment fille, puisse avoir la liberté de penser. Si par exemple on dit à la fille que bon, tu es femme, ton rôle c'est d'être auprès de ta maman, d'apprendre à faire la cuisine, à faire le ménage, parce que plus tard tu vas te marier. Elle va grandir avec cette idée. Elle ne va même pas chercher à savoir qu'est-ce que je peux faire de plus dans ma vie. Madame Ouedraogo, on sait que vous êtes avocate et ce n'est pas un métier en tout cas réservé aux femmes traditionnellement. Et quelles sont les expériences que vous pouvez partager dans ce sens? Oui, c'est vrai, ça m'a été dit que ce n'était pas une profession de femme. Ça a été dur parce que beaucoup de gens ne voyaient pas en moi une professionnelle du droit, mais une femme, ce qui induit plusieurs choses. Il y en a qui cherchent en se disant une femme elle est plus attentive. Il y en a qui se disent non, une femme est plus accessible. Il y en a qui se disent non, une femme ça vaut rien. C'est autant de considérations qui m'ont valu des clichés et souvent même des scènes pas croyables, comme des menaces à l'audience où on te dit si vous n'étiez pas une femme, je vous aurais réglé votre compte. J'ai subi tout ça, mais ça ne m'a pas désarmée.
J'ai fait mon métier avec bonheur. J'ai exercé ma profession avec passion. Et 6 ans après moi, une autre femme est venue. Et actuellement, il y a beaucoup de femmes dans le métier. C'est vrai que c'est ce qui manque en tout cas à nous les femmes. Parce que très souvent, on se laisse embarquer facilement par l'opinion des autres. Et finalement, on aurait été efficace dans certains domaines. Et on change carrément de domaine. Et je me dis qu'en ce moment, on peut même être un obstacle plutôt qu'une personne très utile. Par exemple, si quelqu'un n'a pas vraiment les talents pour être une enseignante et qu'elle se lance dans l'enseignement tout simplement parce qu'elle est une femme et parce qu'on lui a dit une femme c'est bon pour être enseignante, c'est bon pour être sage-femme par exemple, on se retrouve avec des gens qui ne sont pas tout à fait efficaces et qui auraient pu être efficaces dans d'autres domaines. Je ne sais pas, aussi on parle de la politique aussi, au niveau de la politique on voit que le rôle de la femme est très controversé. On dit la politique c'est fait pour les hommes et tout ça. Je ne sais pas, est-ce que vraiment la femme peut faire quelque chose en politique? Si une femme a les compétences pour faire la politique, pourquoi pas? Moi, je les encourage, les femmes qui se sentent vraiment dans la politique, de vraiment foncer. Parce que comme le dit, si on revient dans la création, Dieu a créé l'homme et la femme. Et c'est un aide, quoi. La femme aide la femme, ils se complètent. Dans la politique aussi, il ne faut pas qu'il y ait que des hommes. Il faut qu'il y ait aussi des femmes qui puissent donner des idées, des pensées de ce que d'autres femmes n'auront pas l'occasion de dire. Et ces femmes politiciennes puissent exprimer la pensée de toutes ces femmes ou nous qui n'allons pas faire la politique. Quoi. De dire que moi je pense que ça se complète. Il y a les hommes qui font la politique, il y a les femmes et ça complète. Quoi. Et nous, les femmes, si on décourage les autres femmes de faire la politique, on est en train de nous faire du tort à nous-mêmes. C'est pour dire que tout le monde n'est pas fait pour faire la politique, par exemple. Mais s'il y a une femme qui se sent apte à faire la politique, ben, on ne veut pas lui mettre des bâtons dans les roues. Je crois que le tout, c'est que chacun puisse jouer efficacement son rôle. Selon ma compréhension, chacun doit essayer de voir où est-ce que je peux être efficace, où je peux être utile, et puis maintenant contribuer ainsi au développement de son pays. C'est vrai que des fois, nous les femmes, nous attendons souvent que les autres nous poussent. Alors qu'il y a des domaines dans lesquels il faut se battre personnellement. Il ne faut pas toujours attendre que ce soit une autre personne qui te dise d'aller. Et je vais prendre le cas d'une femme mariée, par exemple. Si tu te sens convaincue, par exemple, que tu peux être efficace dans un domaine, peut-être de prime abord, ton mari ne sera pas d'accord. Il ne faut pas l'affronter. Mais il faut peut-être l'amener à comprendre que tu peux être efficace, que tu peux être utile et que ça peut même contribuer au développement de la société. Plutôt que de dire, ah, mon mari n'est pas d'accord, donc j'abandonne, je laisse tomber. Parce que peut-être en continuant, après ton mari dira, ben, heureusement que je ne t'ai pas empêché, heureusement que tu m'as convaincu. Voilà maintenant que tu es efficace. Un cas qu'on m'a expliqué, et elle était à la maison et c'est son mari qui ne voulait pas qu'elle travaille en fait. Et puis entre-temps, elle s'est dit que si elle fait du petit commerce, ça peut aider pour la famille. Et son mari s'est opposé. Mais bon, elle ne s'est pas laissée faire cette fois-ci. Et quelque temps après, son mari perd son emploi et c'est elle maintenant qui soutenait la famille. Bon, si elle avait accepté, elle avait laissé tomber. Vous voyez ce que ça pouvait faire. Je crois que la soumission ne veut pas dire qu'il ne faut pas s'expliquer. Il faut essayer de... On est quand même des partenaires, des conjoints. Donc on peut se comprendre et puis s'entraider. Je me dis qu'en tant que conjoint, chacun veut le développement et l'épanouissement de l'autre. Puis peut-être aussi, il y a certaines femmes qui pensent que quand elle ne travaille pas, elle n'a pas un salaire, elles se sentent inutiles à la société, quoi. Puisque du fait qu'elles ne vont pas au bureau, puisqu'il y a d'autres femmes qui partent et elles ne partent pas, elles sont à la maison. Et moi, je crois que même en tant que femme au foyer, on a un rôle à jouer dans la société. Puisque on s'occupe de nos enfants, ils vont grandir dans la société, ils font partie de la société. Et deux, on a les voisins, les voisines, on est dans un quartier, on peut influencer par notre manière, par notre douceur. En général, on dit que la femme voit un petit détail, elle voit tout ce qui se passe dans le quartier, elle peut vraiment travailler pour qu'il y ait un épanouissement dans le quartier. Et plein de choses. Personne n'est inutile. On a toujours un rôle à jouer dans la société. Donc si tu es une femme et que tu es à la maison, tu travailles et tu es en train de jouer un rôle qui n'est pas négligeable du tout. Et la femme qui est au bureau, elle joue également un rôle qui n'est pas négligeable. Et je crois que là, chacun joue son rôle.
On ne peut pas dire à une femme qui est à la maison, bon, puisque tu es à la maison et que tu ne travailles pas, tu n'as pas de rôle à jouer, ça ne sera pas du tout juste. Parce qu'elle est en train de faire un travail qui est noble, qui est louable, l'éducation de ses enfants, elle peut peut-être mieux s'occuper de son mari, et là, c'est toujours son choix. On peut aussi voir, il y a des femmes qui ont fait des grandes études, et puis à la fin de ces études, des études, elles sont à la maison en train de s'occuper de son couple, de son foyer. Elle a un rôle aussi à jouer, c'est un rôle, elle a choisi d'être à la maison et d'éduquer ses enfants, et elle joue un rôle dans son couple. C'est vrai qu'il y a des femmes qui, après leurs études, après avoir travaillé quelques années, après disent, bon là, maintenant je vais m'occuper de mes enfants jusqu'à ce que les enfants grandissent, par exemple, avant de recommencer leur carrière. Ça, c'est encore leur liberté, selon la manière dont elles voient les choses. Et il y en a aussi qui continuent leur carrière bien qu'ayant leurs enfants. Je crois que chacun doit essayer de faire la part des choses et être efficace. Ne pas regretter d'avoir mal éduqué ses enfants, ne pas regretter d'avoir négligé sa carrière, mais qu'à la fin de sa vie, en tout cas, chacun ait quand même des motifs de satisfaction. En tout cas, quand j'écoute souvent les gens qui semblent dire que la femme n'a aucun rôle à jouer, ça me fait souvent sourire et je trouve ça vraiment dommage parce qu'on se rend compte qu'elle joue plusieurs rôles à la fois. Et ce n'est pas tout le temps évident pour l'homme. Parce que même quand elle va au service, elle revient, il faut qu'elle s'occupe de ses enfants. Il faut qu'elle veille à l'unité de la famille. Il faut qu'elle veille à l'exemple que ses enfants donnent, par exemple, à l'extérieur. Même dans le quartier, elle est sollicitée, etc. etc. Les femmes de l'Église, devant un problème juridique très précis, disent c'est mieux d'aller voir Maître Antoinette. Elle vient, bon, c'est vrai que je traite son problème en avocat, mais c'est quand même une chrétienne avocat. Donc, je mets la dimension de Dieu dans ce que je fais et je cherche toujours à la conseiller, à résoudre son équation avec mes petites connaissances bibliques. Et je pense que c'est toujours quelque chose de spécifique. Parce que, bon, être avocat, c'est bien, mais être avocat et chrétienne, je crois que c'est encore mieux. En général, dans le milieu chrétien, les femmes ont du mal à influencer. Là, je suis vraiment... Ça me fait plaisir de voir qu'il y a une avocate chrétienne. En général, les chrétiens se retirent tout ce qui est politique, tout ce qui peut être influençable pour la société. On se retire, on dit que c'est les non-chrétiens qui doivent jouer ce rôle. Et à mon avis, je crois que on a tous un rôle à jouer. Il n'y a pas de rôle de chrétien, un rôle de non-chrétien. Si on veut influencer la société, si on veut que notre société soit une bonne société où tout le monde vit le mieux, c'est que tout le monde met son grain de sel et que la société soit bonne, quoi. Madame Ouedraogo est propriétaire d'une ferme et il y a un reportage qui a été fait sur cette ferme. Nous allons visionner ce reportage. Bon, je m'appelle Antoinette Ouedraogo, je suis avocat de profession. Bon, pour moi, l'agriculture, la ferme, bon, parce que pour moi c'est un ensemble intégré. J'élève, je cultive, c'est pratiquement une tradition familiale. Et parce que chez moi, on a toujours jumelé ces deux activités. Il y a deux parties quand même. Il y a une partie qui a été déjà bornée, qui est en pleine propriété, ça fait 22 hectares et quelques. Bon, il y a une partie peut-être d'une dizaine comme ça, que je n'ai pas encore bornée. Fermière, c'est délicieux. C'est délicieux. Quand je suis ici, mais je m'éclate quand je suis là. Parce que mes mains sont tellement occupées que ma tête fait un vide. Et fermière, je pense que si tout le monde savait quel était le plaisir que l'on tirait dans les activités de la terre, il y aurait eu beaucoup de fermières. Il n'y a que la nature qui me parle et il n'y a qu'à la nature que je parle. Quand on dit femme et développement de moi, ça me frustre un peu parce que je préfère qu'on dise le développement de toutes les composantes de la société. Parce que la femme,
n'a pas un développement séparé du développement du monsieur. Dans la mesure où, à l'école, je suis allée comme les garçons. Okay? Mon métier, je l'exerce comme des garçons. Ma ferme, je la conduis comme des garçons. Le développement est un concept personnel. C'est personnel, c'est individuel. Chacun l'envisage avec les moyens qu'il a. Et chacun met l'énergie et la volonté qu'il veut. Je crois que tout le monde a des possibilités. Si je prenais ces millions, je venais, je faisais un paquet, je posais ici, ça n'allait pas bouger. Ça n'allait pas bouger. Je pense que les femmes sont plus victimes de leur désir de fainéantise, la plupart du temps, du déficit de moyens ou du manque de moyens. Ici, il y a des paysans qui en nombre de têtes de bœuf, me surpassent. Mais ils ne sont pas partis sur des millions. Tout est une question de désir. Est-ce que la femme veut donner le maximum pour devenir indépendante économiquement et financièrement, ou elle veut se complaire dans son rôle d'assisté perpétuel des hommes? Si on fait cette différence en se disant non, je vais me battre avec les moyens que j'ai, avec disons les perspectives que j'ai, on arrive toujours à quelque chose. C'est là, moi je me lève le matin, je cultive, je sème, mais vous avez des villageois qui ne se sont pas encore réveillés. À Ouaga, vous allez trouver des femmes qui sont encore au rouge à lèvres, au machin. Moi, je n'ai pas le temps pour faire ces choses-là. Le temps que je dois consacrer à ces choses-là, moi, je le consacre à semer 2 graines, 3 graines, un poké, 2 pokés. C'est toujours ça en terre, c'est toujours ça qui attend la pluie, c'est toujours ça qui peut produire. Il faut que chacune d'entre elles se dise, je ne peux pas être dépendante toute ma vie d'un homme. J'ai besoin d'avoir mes 100 francs que je peux donner à mon père, à ma mère, à ma cousine ou refuser. Mais si vous attendez qu'on vous finance tout, vous venez vous trouver tout est installé. Vous vous installez, vous ne voulez même pas bouger, vous ne voulez pas que le soleil vous tape. Ce n'est pas un manque d'indépendance, c'est de l'esclavage. Après avoir visionné ce reportage, qu'est-ce que cela vous inspire? On voit que c'est une femme qui se bat vraiment. Elle sait ce qu'elle veut dans la vie. Elle se bat pour ça. Elle n'écoute pas les on-dit, comme on le dit souvent. Les hommes ont essayé de la décourager. Il y a eu des femmes même qui ont essayé de la décourager lorsqu'elle voulait être avocate. Mais je ne me reviens pas de voir qu'une avocate travaille dans une ferme, cultive. Elle est méconnaissable même, à la limite. Vraiment, c'est encourageant, quoi. C'est vrai qu'on voit que c'est une femme qui sait ce qu'elle veut dans la vie. C'est une femme qui se bat. C'est une femme qui n'est pas inutile à la société. Et je crois que ça va beaucoup parler à nous en tant que femmes, que si on veut quelque chose dans la vie, on peut l'avoir. Ce n'est pas un travail de femme, mais on voit qu'elle a dépassé ses tabous, elle a fait sa ferme. Et vraiment, ça donne du courage, quoi. Ça nous encourage en tant que femmes à foncer quand on a quelque chose dans notre cœur, on veut faire. Moi, en tout cas, ça m'a vraiment surpris, hein, parce que d'abord, je vois des fermes qui fonctionnent, mais je n'ai jamais su qu'il y avait des femmes qui travaillaient dans ce domaine. Donc, vraiment, c'est tout à fait intéressant. Et ça fait plaisir de voir qu'il y a des femmes vraiment qui ne s'arrêtent pas, comme elle a dit, à des métiers peut-être purement réservés aux femmes. Parce que là, vraiment, et c'est une grande entreprise en plus. Ce n'est pas juste une petite entreprise avec quelques poules, mais on a vu, et c'était un peu diversifié aussi. Donc vraiment, je crois que là, Madame Ouedraogo, vous avez vraiment fait quelque chose de formidable. Moi, personnellement, ce qui m'a le plus marqué, c'est le fait qu'elle-même aille aussi travailler dans le champ. Et elle a mentionné qu'elle a appris ça avec ses parents. Donc, sa vie encourage aussi celles qui ont été à l'école comme celles qui n'ont pas été à l'école.
le fait d'aller cultiver, il y a quand même quelque chose que tu aimes faire. Si tu t'accroches à cette chose-là et si tu la fais, moi je pense que ça va aller pour toi. Ça a été un peu difficile. Il faut des moyens pour monter une unité comme ça. Pour avoir des moyens, il faut travailler. Il ne suffit pas simplement de travailler. Il faut que Dieu bénisse le travail que vous faites. C'est en travaillant, en tant qu'avocat, c'est en priant, c'est en demandant à Dieu de bénir le fruit de mon travail que j'ai réussi à monter cette unité qui aujourd'hui emploie 15 personnes fixes, dont 6 chefs de famille. Je me dis que, à quelque part, ça va. Très utile à Et la quelque société. part, vous avez aidé la société parce que c'est des gens qui avaient besoin du travail aussi. Et ce sont des initiatives à encourager. Et donc, s'il y en a qui ont des moyens de faire de telles entreprises, et même, il faut dire, on peut aussi commencer petit. Il ne faut pas tout le temps vouloir commencer grand. On peut commencer tout juste un peu et puis après, ça évolue, ça évolue. Qu'est-ce que vous pourriez dire, par exemple, aux femmes qui ont eu à jouer des rôles et qui peut-être en ce moment se voient peut-être pas tout à fait satisfaites après avoir écouté tout ce qu'on a dit, elles se disent mais finalement est-ce que moi j'ai vraiment joué un rôle et tout ça. Je ne sais pas qu'est-ce que vous pouvez dire à ces femmes-là. C'est une très mauvaise attitude de dire je ne vaux pas grand-chose, je n'ai rien fait. Je dirais à ces femmes-là plutôt dites je n'ai pas assez fait. Ou je n'ai pas bien, j'ai pas fait comme je le voulais. Ça leur permet de positiver d'abord ce qu'elles ont fait. Et à partir de cet esprit positif, elles peuvent repartir sur une meilleure base. Sinon, on a tous fait quelque chose. Je pense aussi que tout être humain est créé avec un talent, d'abord. Et puis, c'est nécessaire de prier et puis connaître son talent aussi. Voir là où tu te sens à l'aise et puis commencer à travailler dans ce domaine. Et ne pas rester là. Il n'y a personne qui est sans talent. Si tu pries, tu regardes ce que tu aimes faire, c'est ça ton talent. Je crois que donc nous sommes tous d'accord en tout cas qu'il n'y a pas quelqu'un qui n'a pas de rôle à jouer, pas de femme qui n'ait pas de rôle à jouer. Et que d'une manière ou d'une autre, en tout cas, nous avons un rôle à jouer. Que ce soit dans la maison, nous avons un rôle à jouer. Si nous travaillons, nous avons un rôle à jouer. Et le tout, c'est de bien jouer son rôle. Et surtout en tant que femme chrétienne, que ce que nous faisions, nous puissions vraiment le faire très bien et ainsi marquer la différence. Ayant un rôle à jouer dans ce domaine, par exemple, je ne me permettrai pas de venir en retard. Je ne me permettrai pas de m'absenter parce que je sais que j'ai un rôle à jouer et que je dois bien jouer ce rôle. Donc, s'il y a une femme qui se sent assez dérangée dans ce qu'elle fait ou ne se sent pas du tout épanouie, ce n'est pas la peine de se décourager. Il n'est pas tard. Elle peut toujours essayer de faire ce qu'elle aime. Et je suis sûre que si elle le fait parce qu'elle aime, elle le fera de tout cœur et ça donnera. Tant qu'on a de la vie, tant qu'on a de souffle et tout ça, je crois qu'on peut toujours essayer de mieux faire. Et parce qu'il faut qu'on soit épanoui dans ce que nous faisons. Il ne faut pas seulement que ce soit une activité comme ça, mais il faut qu'on ait vraiment du plaisir dans ce qu'on fait, qu'on soit utile et que vraiment nous-mêmes, en nous voyant, les gens soient encouragés pour dire « Ah oui, voilà une femme qui travaille et qui est bien. » Et que ça puisse aussi encourager les autres. Il y a aussi des femmes qui peut-être travaillent beaucoup et qui à certains moments se sentent surchargées, sentent que c'est comme un poids qui pèse sur elles. Je ne sais pas, à elle aussi, qu'est-ce que vous pouvez dire? Si une femme sent qu'elle a beaucoup de poids sur elle, la solution, il faut qu'elle se décharge. Elle arrive à équilibrer son foyer et elle met les priorités en avance, quoi. Elle laisse ce qui n'est pas prioritaire et elle fonce dans ce qui est prioritaire au lieu de se charger et que la femme revienne du travail. À la maison, les enfants courent de gauche à droite, il n'y a personne pour s'en occuper. Il faut un équilibre et puis c'est à chaque personne de voir quelles sont ses priorités pour pouvoir bien équilibrer son foyer ou son travail ou dans le milieu où on se trouve. Moi, je crois que le tout même revient à jouer un rôle où tu dois prendre plaisir, où tu te sens bien. Je pense aussi que si tu es surchargé, tu n'arriveras pas à bien jouer tes rôles, le rôle que tu dois jouer dans chaque tâche. Donc si tu planifies ce que tu dois faire, je pense que tu arriveras à bien jouer ton rôle. Aussi,
Au niveau de la Bible dit que le corps de Christ, il y a les mains, la tête. Chacun a un rôle bien précis à jouer. La tête ne peut pas jouer le rôle des mains ou des pieds. Ainsi de suite. Chacun joue bien son rôle. Le corps va bien fonctionner. Donc, c'est à chaque femme de vraiment saisir le talent que Dieu a mis en elle et d'agir, de ne pas rester les bras croisés. De ne pas laisser aussi la société nous dicter ce qu'on doit faire. En tant que femme même, et surtout, comme nous l'avons dit lors de nos débats, que nous puissions être déterminés dans ce que nous voulons faire, que nous sachions clairement ce à quoi nous voulons nous engager, que nous puissions en parler à nos conjoints, leur expliquer et les amener à la fin à pouvoir nous donner raison dans ce que nous faisons. Je crois que le tout, c'est que chacun ne soit pas un parasite pour la société, mais que chacun apporte sa contribution, que ce soit dans le foyer, que ce soit dans le service, dans la société, dans le quartier, qu'en tout cas nous soyons même des témoins, nous soyons des sujets de joie pour ceux qui nous côtoient, que nous soyons des modèles, que chacun en tout cas puisse être utile et même très utile à la société. Merci à nos invités d'avoir accepté de venir. Nous savons qu'en dépit de leurs multiples occupations, ils ont bien voulu répondre à notre invitation. Une fois de plus, nous vous disons merci. Pour des questions ou des informations, vous pourriez nous contacter à l'adresse qui sera affichée sur l'écran. Merci et à la prochaine. Mesdames, Messieurs, bonjour et bienvenue à cette émission. Aujourd'hui, le thème que nous vous proposons, c'est l'éducation des enfants et nous recevons sur ce plateau des invités. Chers invités, bienvenue sur ce plateau. Nous allons visionner un sketch qui nous parle de l'éducation des enfants et nous allons ensuite revenir au sujet proprement parlé. Paul, s'il te plaît, allez-y jouer ailleurs. Maman, nous ne jouons pas dans la cour, nous jouons sur la voie publique. Je ne veux plus me répéter. Tu entends? Que fais-tu, Paul? On t'attend là. C'est maman, le ballon lui a collé la tête. C'est bien ça. Je vous ai dit de ne plus jouer de maman. Vous avez entendu? Bande d'enfants mal éduqués. Maman, ne les insulte pas, ce sont mes amis. Je ne les insulte pas. Je vais les corriger. Les parents qui m'ont mis au monde ne m'ont jamais frappé. Pourquoi des autres? Les miens aussi ne jamais. Alors les gars, c'est ma maman, respectez-la. Maman. Hé Paul, elle est gonflée ta maman. Plus que gonflée ta maman. N'exagérez pas. C'est elle qui exagère. Nos mamans ne nous traitent pas de la sorte. La preuve, tu entres au salon, dans ma chambre, tu manges avec moi. Est-ce que moi j'ai déjà mangé chez vous? Mais c'est parce que le ballon lui a collé la tête. Non, c'est pas de notre faute. Je t'informe que si maman avait pris ce qu'elle a dit là, elle ne l'épargnerait pas. Du calme, de retour, je réglerai ça avec elle. Que s'est passé, Julie? Tu ne me souhaites même pas bonne arrivée? Il faut que tu vois le cas de ton fils Paul. Sinon, on va le conduire un jour directement à l'abattoir. Comment ça, l'abattoir? Toi aussi? À cause de sa mauvaise conduite, il est venu ici ce matin avec des enfants dévergondés et ils m'ont traité de tous les maux. Ah bon? Paul? C'est pas possible. C'est d'ailleurs parce que tu n'es jamais à la maison et tu ne t'occupes même pas de l'éducation de tes enfants. Ah bon? Je dois travailler pour vous nourrir, non?
Et toi qui es chaque fois à la maison, si tu ne sais même pas éduquer tes propres enfants, quel est ton rôle de mère? Tu es aussi son père, non? Oui, mais... Qu'est-ce qui s'est passé ici, papa? Si moi je ne créais pas Dieu, quoi, toi je te foulais sous mes pieds. Qu'est-ce que je t'ai fait, maman? Tu entends comment il me parle? Paul, du respect envers ta maman. C'est plutôt elle qui ne doit pas me honner devant mes amis. Julie, toi aussi? Ah bon? Et tu lui donnes raison? Oh non, je veux dire que tu as eu tort de l'insulter devant ses amis. Ah bon, hein? Ok, du calme. Asseyez-vous. Asseyez-vous. Paul, ce n'est pas parce que tu as 16 ans que tu ne dois plus te comporter comme il se faut envers ta maman. Oui, papa, c'est parce que le ballon lui a cogné la tête. Mais j'étais pourtant interdit de ne plus jouer devant la cour. Tu te rappelles avec l'œil de ta soeur Clémentine? Je t'ai toujours dit de ne pas te comparer à ces fils de papa. Eux, leurs parents sont des hauts cadres, alors que le tien n'est qu'un simple maître d'école. Ah non, Julie, là je ne suis plus d'accord. Tous ces hauts cadres sont passés par moi ou par mes prédécesseurs. Ok, ne dévions pas la conversation. Oui, mais... Nous parlons de Paul. Hier, je l'ai vu en compagnie avec la fille de la voisine. Et en plus, le poste radio, il a vendu à l'étudiant. Mais c'est normal, maman. À mon âge, tous mes amis ont des petites amies. Et si j'ai volé le poste radio, c'est parce que j'avais besoin d'argent. Quoi? C'est toi qui as volé mon poste radio? Les cassettes et la télé? Écoute, sors. Plus jamais chez moi. Mais André, du calme. Tu peux pas parler comme ça à ton propre fils. Mais tu t'imagines? Fallait me dire que j'avais plutôt un voyou, un diabloté de ces gens chez moi. Écoute, loin de ma vue. Plus jamais chez moi. Non, André, du calme. Donc, quelle est votre réaction après avoir vu ce sketch? Et la réaction donc, de la maman n'est pas proportionnelle à la faute commise par le fils. Et cela montre que la maman ignore la psychologie de son enfant qui est déjà adolescent. C'est vrai que l'enfant, il a 16 ans, donc il rentre dans un âge d'adolescence, quoi. Donc elle doit savoir faire la part des choses, quoi. Elle ne doit pas lui parler de cette manière devant ses copains. Et elle ne doit pas lever sa main sur lui, quoi, sur ses copains. Je pense que là aussi, je crois qu'elle a un peu exagéré, la maman. J'ai eu l'impression qu'elle avait déjà gardé plein de trucs contre l'enfant parce qu'elle a parlé de la radio volée, de beaucoup de choses. Et il a suffi que le ballon vienne toucher sa tête pour pouvoir ressortir tout ça. Et ce n'était pas au bon moment. Est-ce que c'est tout le temps qu'il faut frapper l'enfant? Parlant du châtiment lié donc à la verge, les proverbes nous disent que celui qui ménage sa verge est ses enfants. Par contre, celui qui l'utilise à bon escient, les aime. Donc cela veut dire que le bâton n'est pas exclu. Mais seulement, il ne faut pas l'utiliser à tout bout de champ. Cela me fait penser à la psychologie de l'enfant. C'est-à-dire, avant d'éduquer l'enfant, il faudrait le situer par rapport à son âge. Vous voyez que lorsque l'enfant est à l'intérieur du ventre, il est recommandé que les parents créent une certaine atmosphère convenable à l'évolution de l'enfant, même dans le ventre de la mère. Et lorsque l'enfant sort, donc l'enfant naît, il y a un certain découpage. Vous voyez, de 0 à 3 ans, l'enfant veut une certaine découverte. C'est la raison pour laquelle il mord, pour voir un peu la réaction. Il vous griffe, demain il va voir. Si vous le tapez, demain il ne le fera pas. Vous voyez, donc il est en train de découvrir. 2 ans, 3 ans, je ne sais pas si vous avez remarqué, mais ces enfants-là vous posent de tas de questions. Et lorsque vous répondez, l'enfant vous dit « et après ?» Mon enfant, il me disait ça lorsqu'il avait 2 ans, 3 ans. Lorsque je réponds, il dit « mais et après ?» Je fais « mais et après ?» Vous voyez, pour lui, il y a toujours une explication à toute chose. Donc, à cet âge-là, l'enfant veut découvrir. Et après les 3 ans, de 3 à 7 ans, c'est toujours la découverte.
mais il est beaucoup plus conscient de ce qui se passe autour de lui. Alors, si l'éducation est bien faite entre 0 et 3 ans, de 3 à 7 ans, il réagit en conséquence. Et par rapport à l'instruction qu'il a reçue donc, dans l'espace entre 0 et 3 ans. Et de 7 donc, à 12 ans, l'enfant, vous savez qu'il tend vers l'adolescence. Donc, il quitte, il est en train de quitter la tendre enfance. Il est dans l'enfance proprement dite, mais il n'a pas encore atteint l'adolescence. De 12 à l'adolescence, et vous savez que maintenant, il quitte carrément la tendre enfance, l'enfance proprement dite, et il est maintenant dans l'adolescence. Et à ce niveau, vous voyez le sketch que nous avons perçu, mais l'enfant est adolescent. Mais maintenant, ce n'est plus le bâton. Il ne faut pas utiliser le bâton, parce que c'est le moment où il veut se faire homme, il veut se faire femme, il veut se faire responsable. Et il se dit, je suis maintenant grand. Mais il est toujours dans un tâtonnement parce qu'il n'est pas encore grand. Alors, donc, vous voyez que l'enfant est troublé. Mais lorsque nous comprenons la réaction due aux effets donc, de l'adolescence, on sait comment l'éduquer, on sait quoi lui dire, et s'il y a correction, on sait aussi quoi utiliser. En tout cas, pas le bâton lorsque l'enfant devient beaucoup plus grand. Lorsque on est amené à châtier l'enfant, à le frapper, il est important que l'enfant sache pourquoi on le frappe. Sinon, finalement, on est en train de créer un trouble en lui. On l'explique, tu as fait ça et c'est pourquoi justement tu es puni. Et après la punition, il faut aussi réhabiliter l'enfant. Il a fait quelque chose qui ne va pas, il a été puni. Quelques instants après, vous le réhabilitez. Là, il sait justement, en fait, on m'aime, mais c'est parce que j'ai posé tel acte qu'on n'est pas d'accord justement pour le faire. Les enfants ont des personnalités différentes. Il y en a qui comprennent plus facilement. Si on les explique, ils comprennent, ils ne vont pas répéter. Il y en a, il faut qu'on prenne le bâton. Il y en a, il suffit de dire je te ramène, je t'envoie dans la chambre et puis ils se calment. Donc c'est pour dire qu'il faut peut-être en tant que parents aussi essayer d'observer nos enfants et voir qu'est-ce qui est juste, qu'est-ce qui peut avoir un effet. Un point très important, c'est la découverte de chacun des enfants. Il faut apprendre à connaître votre enfant, donc vos enfants, chacun individuellement. Et cela est très important. Qui est responsable de l'éducation de nos enfants? Le premier responsable, c'est d'abord la maman et le papa. Mais cela n'exclut pas les autres membres de la famille qui gravitent autour de la cellule, je dirais, nucléaire. Mais en ce moment, quelle est la place de la société ou bien même la place de l'Église? Et la société que nous connaissons avec vraiment ces valeurs morales qui sont en train de se dégrader, eh bien, s'il n'y a rien, si l'enfant ne reçoit rien dans la famille, la société va avoir le plaisir de lui donner justement ce qu'elle a. Et malheureusement, les fruits sont amers. L'intervention de M. Diendéré nous amène à la deuxième question. Pourquoi éduquer les enfants? Dans l'éducation, on forme tout ce qui est en eux, que ce soit le caractère, le physique, le spirituel, afin que l'enfant puisse prendre aussi ses responsabilités plus tard. L'éducation, c'est effectivement une stratégie qui consiste justement à transmettre à l'enfant des valeurs qui peuvent être des valeurs morales, des valeurs spirituelles, des valeurs psychologiques. Et je pense qu'on peut dire beaucoup de choses, mais cette transmission comporte un certain nombre de stratégies, de comportement même de celui qui transmet là, à l'enfant. Il y a un proverbe chinois qui dit que nous n'avons que deux choses à donner à notre enfant, des racines et des ailes. Et les racines symbolisent justement ces valeurs que nous devons donner à l'enfant pour qu'il puisse justement s'enraciner, et puis les ailes pour qu'il prenne ses responsabilités et être aussi
quelqu'un qui va contribuer justement au développement de la société. Alors, éduquer donc, c'est transmettre son identité si on en a. Et je pense qu'en tant que chrétien, nous devons transmettre cette identité chrétienne à l'enfant. Et cela commence aussi dès le bas âge. La plupart des spécialistes disent que les fondements de l'éducation doivent être transmis entre justement 0 à 5 ans. Cette tranche d'âge détermine l'avenir de l'enfant en matière d'éducation. Alors, cela contredit justement ceux qui pensent que mais non, il est petit, il ne peut pas comprendre ça, il faut attendre quand il sera grand. Quand il sera grand, il sera quelqu'un qui a reçu tout sauf l'essentiel. Si les parents ne prennent pas leurs responsabilités dans le cadre de l'éducation des enfants, mais la rue va le faire. Mais de la mauvaise façon. L'enfant qui naît n'est pas sain. Et des spécialistes ont essayé de suivre l'enfant depuis le ventre de sa mère jusqu'à l'âge de l'adolescence, à l'âge adulte. Alors, ils se sont rendus compte que l'enfant est enclin au mal, d'où la nécessité de leur dire ce qui va et ce qui ne va pas, ce qui est bien et ce qui n'est pas du tout bon. Maintenant, pour inculquer ces bonnes choses donc, aux enfants, il faut bien sûr passer par, je disais, l'épineuse question qui est comment alors éduquer les enfants. Eh bien, vous avez posé la question, nous allons répondre à la question comment éduquer nos enfants de manière en tout cas concrète. Dans les différentes tranches d'âge, les réactions des enfants ne sont pas les mêmes. Et à l'âge justement de l'adolescence, l'enfant se croit suffisant et il devient entrepreneur. Et vous comprenez que si vous voulez le mettre dans une prison, il va craquer. Alors, c'est le moment où il faut plutôt tisser beaucoup plus de contacts. Et c'est ce qui manque aux enfants, c'est-à-dire le dialogue, la communication, vous asseoir, discuter, surtout que l'enfant sort, lorsqu'il revient, il a des préoccupations. Mais tant que vous ne lui posez pas de questions, tant qu'il n'y a pas d'échange, alors il va essayer de résoudre ses problèmes selon son entendement. Donc il faut que les parents apprennent à passer beaucoup plus de temps avec leurs enfants. Et le facteur temps est aussi un besoin fondamental pour l'enfant. Tout comme la nourriture, il faut que les parents passent le plus de temps possible avec donc, leurs enfants pour leur permettre justement de poser des questions et de savoir ce qui est bien et ce qui est mal. Un élément important dans l'éducation des enfants, c'est l'éducation par l'exemple. L'exemple des parents parle mieux que les fouets. Cet exemple parle mieux que les cris. Et les enfants regardent et très vite copient. Un jour, je devais déposer un matin mes enfants à l'école avec une moto. Et puisque c'était en décembre, j'ai dit au deuxième, écoute, porte ton bonnet parce que il fait frais et tu risques de piquer le froid. Il m'a regardé. J'ai dit, mais porte ton bonnet. Il m'a dit, mais papa, toi tu n'as pas porté ton bonnet. J'ai dit, oui, c'est juste. Je n'en ai pas d'abord parce que vous êtes plus fragile. C'est pourquoi on a acheté pour vous. Donc, il a voulu juste me dire, si je veux qu'il porte son bonnet, que je porte un bonnet. Et là, je n'ai plus besoin de le dire justement de porter. Le deuxième exemple, c'est l'harmonie entre l'homme et la femme. Bien sûr, cela détermine l'exemple, mais le climat entre l'homme et la femme détermine pour beaucoup le comportement des enfants. Si l'homme respecte sa femme et la femme aussi est soumise à son mari, les enfants voient, il y a un climat favorable
vraiment, il fait bon vivre dans la famille et le problème d'éducation sera facile. Parce qu'en fait, le manque d'harmonie va conduire à des problèmes en ce qui concerne la vision même de l'éducation. Au niveau de nos enfants, on peut détecter aussi qu'ils ont des aptitudes et des talents spécifiques. Je crois que c'est aussi, en tout cas, le moment aussi de les encourager dans ce domaine-là. Si nous savons discipliner, il faut savoir aussi encourager. Quand l'enfant fait ce qui est vraiment bien, il faut le reconnaître, l'encourager, parce que ça stimule aussi son intérêt pour la chose et il est prêt à vraiment répéter. Et je pense que ça, c'est un élément important d'avoir un équilibre entre ce que nous pouvons appeler comme punition, mais aussi l'encouragement. Et là, vraiment, ça va permettre à l'enfant de s'épanouir. Il faut être positif. Ça, c'est très important. Ouais, si vous réunissez les enfants et puis vous êtes là, pleurnichés, vraiment, vous voyez la vie en noir. Mais qu'est-ce que vous voulez que ces enfants-là deviennent? Nous devons être des parents positifs. Oui, il y a des difficultés, mais nous croyons en Dieu. Et qui est le même et qui, au milieu de ces difficultés-là, va nous donner justement de les surmonter. Et donc, il faut être positif pour pouvoir justement permettre à l'enfant aussi justement d'espérer. Et ça, c'est très important. Par exemple, dans la famille, souvent, il y a des besoins spécifiques. On prie ensemble, le Seigneur a exaucé. Il faut en tout cas que lors d'une autre rencontre, nous puissions partager et dire « Ah, on avait prié pour ceci, effectivement, Dieu a pourvu la solution, il a trouvé la solution, on a eu ce qu'on a demandé. » Et ça peut permettre à l'enfant d'avoir confiance en Dieu, de savoir qu'effectivement, ce qu'on dit n'est pas théorique, c'est pratique. Et savoir aussi que quand il y a un problème, on se tourne vers Dieu. Il serait bon d'instaurer un culte familial dans la famille, où tous ceux qui sont sous le toit participent. Un culte que l'on va modérer en fonction de l'âge ou des âges des enfants. Et c'est comme ça que l'enfant aussi apprend à se donner justement une discipline spirituelle. Instruire l'enfant selon la voie qu'il doit suivre. Quand il sera grand, il ne s'en détournera point. Donc c'est dès le jeune âge que nous devons aussi transmettre ces valeurs. La vérité est une vertu dans la vie spirituelle de l'homme. Et il faudrait que les parents apprennent à dire la vérité aux enfants, quel que soit le cas. Si l'enfant vous pose une question et que vous n'êtes pas à mesure de répondre à la question, vous n'avez pas la réponse à sa question, dites tout simplement que vous n'êtes pas à mesure. Et l'enfant va comprendre. Mais lorsque vous dites à l'enfant, vous mentez, l'enfant enregistre. Et à un moment donné, il va se rendre compte que ce que vous lui avez dit est faux. Et ça devient un handicap dans sa vie spirituelle. Une fois qu'on a fait la promesse, en tout cas, il faut qu'on le fasse. Parce que sinon, après, l'enfant, tout ce que vous dites n'a pratiquement plus de valeur pour lui. Il dit, bon, la dernière fois, papa a dit il allait m'acheter un vélo, mais il n'a pas acheté. Qu'est-ce qu'il me dit que ce qu'il dit, il va le faire? Donc, je crois qu'il faut qu'on soit très prudent. D'ailleurs, il faut pas peut-être... il faut les encourager en leur promettant des cadeaux, mais il faut peser les promesses. On doit aimer l'enfant pour qui il n'aime pas ce qu'il fait. Que l'enfant n'ait pas de bons résultats scolaires, ça n'empêche pas d'aimer mon enfant. Je l'aimerai, c'est mon enfant. Tel qu'il est, je dois l'aimer tel qu'il n'aimait pas ce qu'il fait. Je vais demander à M. Tombiano de nous dire aussi comment éduquer nos enfants dans le domaine sexuel. Parce qu'on se rend compte qu'en général, en tout cas pour les parents africains, c'est un sujet tabou. Et très souvent, on a vu des filles qui ont eu leurs règles et qui ne savaient même pas ce que c'était, tout simplement parce qu'on n'en a jamais parlé. Les conseillers conjugaux pensent que cette question de sexualité doit être prise au sérieux et doit être enseignée aux enfants. Autrement dit, à l'âge de la puberté, il serait très difficile de tout inculquer à la fois. Et oui, parce que c'est l'âge de la pratique et non de l'apprentissage. Et ça, il faut le retenir. Donc, nous pensons que les parents ont justement cette responsabilité de parler de la sexualité aux enfants, mais en tenant compte des âges
de tout un chacun. Il y a des parents qui ont un sentiment d'échec parce que les enfants, ils n'ont pas réussi dans l'éducation de leurs enfants. Qu'est-ce que vous pouvez dire à ces parents-là? Est-ce qu'il y a une solution? Est-ce qu'il y a quelque chose à faire? Personnellement, je ne vais pas reporter ce que j'ai vécu de négatif dans ma vie de couple. Je vais essayer de vivre ce qui est positif. Donc les parents qui n'ont pas reçu d'amour, d'affection, il faut qu'ils arrivent à changer de mentalité. Il ne faut pas que les enfants aussi subissent le même sort que ce qu'eux, ils ont subi. Et puis parfois, nous, en tant que parents, on ne veut pas s'humilier devant nos enfants. On a tort, mais c'est la loi du plus fort. On dit qu'on ne va pas demander pardon. Alors que l'enfant, dans son cœur, il sait que ce que papa a fait ou maman a fait, elle a tort. Donc l'enfant entend quoi? Il attend qu'on vienne vers lui et dit « Ok, écoute mon fils ou ma fille, là et là, je te demande pardon parce que... » ainsi de suite. Et l'enfant va... Déjà même dans la vie de l'enfant, tu l'inclus à demander pardon, à reconnaître ses erreurs quand il fait des erreurs. Mais nous, en tant que parents, on a toujours la loi, quoi. C'est nous qui faisons la loi. Donc dans le cas où quelqu'un a raté l'éducation, il faut que ces personnes reconnaissent les fautes pour pouvoir demander pardon à l'enfant et à Dieu, puisqu'on ne peut pas l'effacer comme ça. Il faut le pardon pour l'effacer. Ça ne s'efface pas comme ça. Et puis, comme le dit mon frère, il faut aussi prier en tant que chrétien. Il ne faut pas baisser les bras lorsque vous vous rendez compte que l'enfant semble échouer. Et je dis bien, c'est également selon les âges. Lorsqu'il est adolescent, souvent, vous savez que c'est l'âge où l'enfant est très perturbé. Hein? Il n'est pas encore homme, il n'est pas enfant non plus. Donc, il vit une vie très difficile. Alors, il peut être incompris, on peut le considérer comme un enfant qui a échoué, mais on a remarqué que lorsqu'il quitte l'adolescence, alors la raison revient. Donc, il y a cet aspect, sans compter l'aspect spirituel, où, avec le Seigneur, tout est possible. Quand bien même l'enfant est rebelle, si jamais il s'agit d'un enfant rebelle qui s'est rebellé, en tout cas, comme M. Chombiano l'a dit, c'est qu'il y a des raisons. Et il faut détecter ces raisons. Et avant même que la situation ne puisse changer, je crois qu'il faut, en tant que parent, continuer à manifester beaucoup d'amour envers cet enfant. Parce que quand ça devient comme ça, c'est difficile d'aimer l'enfant. Mais c'est en ce moment aussi qu'il a besoin de se sentir aimé. Donc je crois que même si l'enfant ne suit pas comme nous voulons, nous devons vraiment faire preuve de beaucoup d'amour, de beaucoup de douceur et de beaucoup de patience. Dans l'éducation des enfants, on peut donner à tout ce qu'on veut à nos enfants. Mais une chose qui est essentielle, si on ne donne pas l'amour, c'est ce que l'enfant va devenir. Il va le chercher ça ailleurs. Et là où il va le chercher, ça sera dans de mauvaises compagnies ou dans les films, dans les médias, ainsi de suite, quoi. Et si on n'arrive pas nous-mêmes à trouver la solution, qu'on se réfère toujours à des spécialistes, à des experts, il y a des conseillers conjugaux, il y a des psychologues, en tout cas la personne appropriée qui peut nous aider. J'ai presque voulu me rebeller par rapport à ma maman parce qu'elle était très très dure envers moi. Et plus tard, je suis allée faire une école de relations d'aide et c'est vraiment à l'école que j'ai compris que ma maman m'aimait, mais c'est sa méthode qui était dure. Parce qu'elle n'a pas reçu, elle, on l'a éduquée de cette façon-là. Elle a voulu m'éduquer en tant que première fille, elle ne voulait pas me perdre. J'avais même peur de devenir une mauvaise mère. Je me disais, qu'est-ce que je vais transmettre à mes enfants? Les gens m'ont conseillé, prier avec moi, surtout la prière. Et j'ai été remplie vraiment là-bas. Je peux dire qu'aujourd'hui, je suis une bonne mère, même si je ne suis pas encore parfaite. Si nous, nos parents ne nous ont pas dit qu'ils nous aiment, ils nous ont aimés, c'est sûr. Moi, je suis sûre que mes parents m'aimaient. Mais ils l'ont fait d'une autre manière. Ils ont montré ça d'une autre manière, sans le dire ouvertement. Mais nous, en tant que parents, il faut qu'on arrive à dire à nos enfants, je t'aime. Je vous remercie de nous avoir suivis et merci à nos invités d'avoir accepté de venir sur ce plateau. Nous allons vous inviter, si vous avez des questions, de vous adresser à l'adresse qui sera affichée sur l'écran. Merci et à la prochaine. Au revoir.